Donc, je sais que votre sujet, c'est le DOE. Pour moi, le DOE, il se fabrique au programme. C'est un continuum. Et la maquette numérique est faite pour ça. Pour chaque profession, il y a des gains. Meilleur travail collaboratif, architecte, ingénieur, renforcer les liens avec les industriels, tendre vers le zéro défaut avec l'entreprise, livrer une base de données pour exploitation maintenance. C'est le but. La construction, la programmation, la conception, la réalisation, c'est un épiphénomène. C'est très important, mais c'est un épiphénomène. Le bâtiment, il reste pour 50 ou 100 ans. Je reviens toujours à l'essentiel et à ces chiffres, moi, que j'énonce régulièrement depuis, je ne sais pas, 15-20 ans. Le coût de non-qualité annuel, 15 à 20 milliards d'euros par an. Et je pense que le BIM est un outil de reconquête de ça, puisque c'est un outil d'une démarche qualité partagée. Enfin, ça c'est essentiel. Donc, on regarde un bâtiment d'habitation sur 50 ans, voilà ce que ça aura coûté. Alors, je le dis au maître d'ouvrage, c'est pas la peine de faire Polytechnique pour comprendre que si on veut alléger le poste le plus lourd, il faut peut-être repenser l'investissement dans les 3 séquences amont. Je dis les 3. Le montage, c'est-à-dire la programmation, le choix du terrain, la conception et la construction. Si on veut éviter de dépenser 75% pour l'exploitation maintenant, c'est en repensant tout ça. Sur les enjeux, c'est aujourd'hui, c'est performance, confort, bien-être, valorisation patrimoniale. Donc, je dis bien que la seule approche ne suffit pas. Si on regarde tout ce qu'il y a à regarder quand on construit, quand on réhabilite, et pour rester sur votre sujet du DOE, ben voilà, c'est autant d'éléments qui vont peser lourd dans la gestion de patrimoine, mais aussi dans le bien-être ressenti. Et donc, il faut pouvoir vraiment regarder largement. Donc, je dis que le BIM, c'est un continuum. Et on a, pour chacune de ces phases, décrit le livrable BIM correspondant à l'étape. Livrable BIM esquisse, livrable BIM APS, APD, Pro, etc. Et on va voir que finalement, toutes les données capitalisées vont se retrouver peu ou prou dans le DOE. Outils de conception, outils de communication, de concertation, de simulation, d'autocontrôle, de consultation, de réalisation et d'exploitation. Un petit détour sur le permis de construire. Un permis de construire, c'est d'une névariature parce que vis-à-vis du PLU, vos façades, elles sont tenues au centimètre, prospect, recul, retrait, etc. Vis-à-vis de l'intérieur du mur, c'est tenu au centimètre parce que vous avez vendu des surfaces, vous avez promis des surfaces, voilà. Donc, c'est figé, c'est totalement figé. Ce qui voudrait dire qu'on aurait dû, avant de déposer le permis, quand même pouvoir prouver par autocontrôle, et c'est là l'intérêt du BIM, puisque je vous démontrerai qu'on peut le faire par la maquette numérique, eh ben, d'abord qu'on est conforme au programme du maître d'ouvrage en termes de surface, d'organisation, de répartition de logements, si on parle de logement, qu'on est conforme aux règles d'urbanisme, aux règlements locaux, qu'on atteint les performances réglementaires obligatoires, voire volontaires, en cas de label ou de certification d'autre chose. Et puis évidemment les réglementations majeures, incendie, accessibilité, sismique et autres. Plus les 15 000 normes du bâtiment. Alors, je vais vous prendre une maquette. Voilà, le projet de Buchy-Saint-Georges. Donc là, je suis chez un visualisateur. Je suis bien quand même dans un document, je ne suis pas que dans la visualisation parce que, voilà, je clique sur un élément, j'ai son pédigré, je peux avoir 50 lignes de code. Au début, j'ai juste sa géométrie. Après, on va aller charger l'information et ça, on va se le partager. Vous voyez, ici, il y a un petit symbole, c'est pour dire que j'ai une coupe qui passe par là. J'appuie là-dessus. Je vois ma coupe arriver. Alors là, c'est important parce que j'ai un cartouche ici, j'ai une échelle, j'ai une date, j'ai une responsabilité juridique, j'ai une phase de projet. Elle est repérée sur un plan, elle est contractuelle. Au niveau du permis, voilà, c'est important. Sauf que l'instructeur, il peut me dire, ouais, ok, vous avez mis le truc ici, mais qu'est-ce qui se passe 1 mètre plus loin? Ah, pourquoi vous avez fait votre coupe là et pas 1 mètre plus loin? C'est un piège. Donc, je recontextualise ça dans la maquette. Je pousse mon calque il est là.
Et après, je dis à l'instructeur, mais monsieur l'instructeur, alors, on s'arrête quoi? Tous les millimètres, on peut s'arrêter. Et donc, c'est un outil d'introspection, le truc. S'il me dit, ouais, vous m'avez mis ici telle cote, je dis, bah écoutez, je lui donne le truc, et on appuie là-haut, là, sur le petit cutch, et puis on va aller faire une mesure, on va aller prendre un point ici, on va descendre ici, on va mesurer une surface, un angle, voilà. Donc, bien sûr, on a les documents de représentation traditionnels, parce qu'on ne va pas livrer pour un permis de construire une maquette numérique, parce que la maquette numérique, elle n'a pas d'échelle, donc c'est dangereux. Elle sera accompagnée de plans correspondant à l'échelle due à la phase du projet. Quand voilà, j'ai ces plans, il faut que je puisse démontrer qu'ils sont bien intégralement extraits de la maquette. Il n'y a pas de petites retouches AutoCAD par-ci, par-là. Hein. Donc, c'est important parce qu'il faut qu'on puisse avoir tout à fait confiance dans cette maquette. Et donc, cette maquette va être déjà renseignée. Je suis au stade là, du permis, donc il y a déjà plein de renseignements à mettre dessus. Mais on comprend bien que dans les phases ultérieures, naturellement, on va déboucher sur un DOE très renseigné. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, on induit la transparence. Ça va aider à la compréhension du projet, on gagnera tous du temps. Donc, cette transparence induit de la confiance, ça c'est humain, transparence, confiance. Et transparence plus confiance, je vais vers la garantie de performance sereinement. Si tout le monde a confiance dans la maquette, alors, toutes les simulations que je peux faire, calcul de structure, de thermique, de je ne sais quoi, et les métrés, sont dignes de foi. Bon, vous avez compris qu'il n'y a aucun acteur qui peut échapper à ça, hein, du maire à l'exploitant, en passant par l'habitant. C'est un outil qui va permettre de partager plein de choses, de comprendre. Voilà. Alors, DOE. En phase consultation, aujourd'hui, on a la possibilité, évidemment, d'aller puiser des informations dans les bases de données industrielles. Ils l'ont tous compris, hein, c'est la course à l'armement, pour être sur la photo. Donc on peut aller télécharger, là c'est un élément de façade F4 de chez Saint-Gobain, plein de choses, et quelquefois trop de choses. Ça peut bien alourdir la maquette, donc il faut être prudent. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de tartiner ça partout, sur l'ensemble des façades. Il faut être un peu stratège. Et à nous, aux différents stades quelquefois c'est l'entrepreneur qui va aller charger tel ou tel truc, faire une contre-proposition. Un exemple intéressant chez Choucault, ils ont su adapter la représentation des objets en fonction de l'échelle de restitution. Et on n'a téléchargé qu'un seul objet. Mais à l'esquisse, il aura cette représentation, enfin au centième, au cinquantième et au vingtième. Hein, ce n'est pas un dessin qu'il faut refaire à chaque fois, non, c'est en fonction de ce qu'il propose. Et puis évidemment, il y a la géométrie qui est embarquée, mais il y a aussi le descriptif et les performances. Donc là, je fabrique le DOE. Hein. En phase pro, donc on va embarquer les détails techniques à la manière de Loop, et moi je dis pourquoi pas des vidéos d'exécution. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas toujours le français, on ne comprend pas toujours le français sur les chantiers, alors je ne reviens pas sur la clause Molière, mais on peut parfaitement embarquer une petite vidéo, qui sera d'ailleurs dans le DOE ensuite, parce que ça peut être aussi une DOE d'entretien de tel ou tel ouvrage. Pour que finalement, avec 1 minute 30, 1 minute 30 de vidéo, ça vaut quelquefois 25 pages de CCTP que de toute façon, on ne trouve même pas sur le chantier. Simulation. La simulation, c'est pouvoir comparer par exemple plusieurs technologies constructives. On va pouvoir se mettre à faire de la simulation, alors ensoleillement, thermique, environnemental, bas carbone, acoustique, enfin tout peut y être, et coût global. Mon maître d'ouvrage devrait me dire, montrez-moi que ce choix constructif, ce parti constructif, ce type de cloison me permet, elle est plus chère, mais est-ce que, au bout du compte, je ne vais pas faire des économies? L'autre chose très importante, qu'on ne fait jamais en France, enfin, l'autocontrôle, enfin on le fait, mais bon. Là, la maquette numérique va nous permettre de, avec ce que j'appelle le superviseur de contrainte, en fait, maintenant j'appelle ça le superviseur d'exigence, parce que contrainte c'est négatif, exigence c'est... Voilà. C'est de contrôler sa conception. Je reviens sur votre sujet du DOE. Le DOE, en fait, il doit être parfaitement conforme au programme initial, aux exigences du maître d'ouvrage, aux performances sous-tendues par le programme. Eh bien,
Il faut donc que je puisse superviser ces contraintes qui ont pris naissance au programme, mais ça peut être aussi une certification HE qui a été voulue, donc déclenchement de toute une série, toute une autre batterie de contraintes. Il faut que je puisse démontrer à chaque phase que je suis bien dans le respect de ces contraintes. Si je bime les exigences du maître d'ouvrage, vous comprenez que la maquette numérique devient un didacticiel. L'architecture, c'est un assemblage de pleins et de vides. Comment on crée des vides? En délimitant par des pleins. Des façades, des refends, des planchers, des toitures, etc. Je peux assigner, dès la programmation, des exigences, qu'il faudra que je retrouve dans le DOE, en termes de lumière. Alors si je l'espace, cette pièce, telle acoustique, tel niveau d'éclairement, etc. Si je suis sur la paroi, c'est telle performance thermique, telle résistance acoustique ou autre. Donc, en fait, ce qui va constituer le DOE, c'est déjà ces informations en amont. Si je les grave dans la maquette, eh bien, j'ai un didacticiel. Sur ordre, j'appuie et je vais savoir que ici, dans cette salle de classe, que je n'ai pas encore finalisé complètement, mais j'ai déjà fait une zone qui s'appelle salle de classe, je dois respecter tout cet ensemble d'exigences. Et donc, c'est un outil de traçabilité, dont le point final est le DOE. La traçabilité de la prescription, la traçabilité des matériaux, des produits, c'est pour finalement livrer un truc qui est parfaitement conforme à l'exploitation. Alors pour ça, on utilise un truc qui est Solibri. Avec ça, je peux confronter ma maquette à un corpus de règles, d'exigences. Et donc, je peux aller vérifier des choses. D'ailleurs, si je suis en stade amont, je vais dire, voilà, j'ai décidé par un code couleur que les 2 pièces sont en bleu, les 3 pièces, etc. Donc déjà, je permets à mon maître d'ouvrage d'aller vérifier rapidement des choses, d'aller vérifier des bons empilements de gaines. Et puis, je vais pouvoir vérifier plein de choses. Là, je suis au programme. Des surfaces de pièces, des largeurs minimales, des hauteurs, des ceci, des cela. Je vous passe la liste, mais vous comprenez qu'on peut, comme ça, tout ce qui est géométrique, on peut parfaitement l'incruster dans la maquette. Et après, je vais, et là j'arrive sur l'autocontrôle, je vais pouvoir faire checker en quelques secondes l'ensemble de mes 80 logements pour aller vérifier le bon, enfin que sur ce plan du débattement des portes, voilà. Et j'hérite d'un rapport d'autocontrôle qui est formalisé, qui est imprimable, qui est exportable en PDF, et que je vais pouvoir remettre à mon maître d'ouvrage au moment où je lui remets la PD. On va regarder ensemble. Voilà, je justifie de la conformité du truc ou de la non-conformité dans des points. Je n'ai pas réglementation incendie, je vais pouvoir montrer des distances que je respecte. Voilà. Alors, ces règles, il y a un bureau de contrôle en France, BTP Consultant, qui les a abîmées. Il a fait ça pour, au moins pour l'habitation, sur la sécurité incendie et sur les règles d'accessibilité. Donc, nous, on l'a testé sur notre projet de Bussy-Saint-Georges. Ça, c'est des éléments du projet de Bussy-Saint-Georges. On peut vérifier comme ça plein de choses et être serein. Sur le permis de construire numérique, eh bien, on a quitté la maquette texturée et on a fait des maquettes blanches, article par article du PLU. Et on a collé l'extrait de l'article sur le socle de la maquette virtuelle. Et cette lecture en surlignant en jaune les articles qu'on instancie, parce que vous savez que dans un PLU, selon le parti architectural, vous allez piocher dans un même corps de règles, plutôt la première ou la troisième. Donc déjà, vous faites une lecture partagée avec l'instructeur. C'est déjà le premier point. Par exemple, ici, on a fait la rénovation de la tour Super Montparnasse à Paris. Ce n'est pas la tour Montparnasse, hein, c'est un usage d'habitation. Beau sujet de DOE, 273 logements. Et pour... enfin, j'avais senti, parce qu'une fois, j'avais lâché une phrase pas malheureuse, mais j'avais dit, vous savez, je pense que, vu le nombre de fenêtres, on pourra très bien, à prix égal, avoir un choix personnalisé de l'intérieur, de la couleur, du châssis intérieur. Et j'avais tout de suite vu que ça leur plaisait beaucoup. Donc je ne pouvais pas me dédire après. Donc j'ai bataillé à l'appel d'offres, on l'avait écrit, hein, qu'il y aurait 3 couleurs au choix. Ouais, sauf que ce que je n'avais pas vu après, c'est qu'en termes de DOE, il faut le gérer ça. Et en plus, on avait dit, allez, 3 choix de couleurs, 3 types d'ouvrants,
2 types d'affaiblissement acoustique sur 273 logements. C'est après j'ai calculé que ça faisait 14 742 cas possibles. Eh bien, je me suis efforcé, toujours sans commande, je n'avais pas de commande de BIM, de montrer que je pouvais faire mon DOE. Je vais être honnête, je n'ai pas fait sur les 273 logements. Mais j'ai démontré que dans la maquette numérique, j'avais le choix de la couleur, le type d'ouvrant, qui était déjà représenté de façon oscillo-battant à la française ou coulissant, et le PDF, qui était le scan de la commande, signé par le client. Donc j'ai la date de pose, j'ai le nom du poseur, enfin voilà. Et donc en termes de traçabilité de DOE, ça vaut de l'or. Dans l'exploitation, après, l'idée c'est effectivement de la mise à jour de ce DOE numérique. Parce que s'il n'est pas tenu à jour au moment de modification ou de changement ou de choses, on saura qu'on ne peut pas avoir confiance dans ce truc et tout l'investissement partira, comme nos DOE papier, dans des caves ou dans des trucs, et finalement on va redéclencher après un géomètre ou d'autres professionnels pour reconstituer le truc. Donc c'est très important le suivi et la mise à jour. Après, il y a différents problèmes qui sont soulevés. La granulométrie des informations, j'en ai pas tout à l'heure. Si à l'esquisse, vous héritez de... Si les industriels ne sont pas capables de mettre des filtres sélectifs pour vous servir le degré de précision que vous souhaitez avoir par rapport à la phase, on va avoir du mal. Il y a l'autre sujet en marché public, le passage du générique au prescriptif. C'est-à-dire qu'on est tenu par le Code des marchés publics de mettre ou équivalent. Bon. Puis à un moment où ça devient le produit. Normalement, moi, avec l'entreprise, j'attends pas que le marché soit signé. Donc, avant de signer le marché, j'essaie d'obtenir les produits. À ce moment-là, je rentre dans la maquette le vrai produit. Mais sur certains logiciels, vous avez déjà des bases de données de produits. Donc, vous allez livrer des maquettes IFC en phase consultation, où il faudra prendre soin de dire attention, toute allusion à une marque déterminée est purement illustrative, puisqu'il y a la notion de ou équivalent. Voilà, c'est juste une précaution de langage. Après, ça peut être validé ou changé. Ensuite, il y a la question du modèle économique. Aujourd'hui, c'est la poule et l'œuf. Qui paye quoi aujourd'hui? L'archi, il paye pas mal de sa chemise, hein, mouille pas mal sa chemise pour faire une maquette exploitable. Il ne peut pas payer pour autant. Certains maîtres d'ouvrage, plus considérant sur le coût que ça entraîne, accompagne la maîtrise d'œuvre en donnant, je ne sais pas, un point de plus, 0,5 plus, 0,5 points. Bon. D'autres disent vous démerdez. Hein. Néanmoins, il faut savoir quand même que toutes les datas qu'on va constituer entre nous tous partenaires et qui vont leur arriver en fin de chantier dans un DOE, ça vaut de l'or. Alors évidemment, ils disent non, ça vaut rien. C'est le jeu, hein. Mais en fait, ça vaut de l'or. Je sais qu'à terme, ça générera non seulement de l'économie, mais de la qualité, quand tous les acteurs seront en ordre de marche, mais que pour amorcer la pompe, il faudrait quand même aider un peu de trucs, sinon on va mettre 5 ans à y aller, alors que c'est maintenant qu'il faut y être. Et je pense que l'assureur aurait son mot à dire, parce que l'assureur, en cas de sinistre, il sera très content de pouvoir mettre la main sur la maquette numérique. Parce qu'il aura toute la traçabilité à la nanoseconde près des échanges, des transactions, de ceci, de cela. Quoi. Enfin, je veux dire, on a les flux. Donc en termes de recherche de responsabilité, ça peut être un outil important. Et donc, juste pour terminer avec ce sujet, moi je pose 3 petites questions naïves. Pourquoi, et je suis sur votre sujet DOE toujours, hein, pourquoi on fabriquerait cette maquette qui va servir à faire un super DO, une super exploitation sereine de la maintenance des bâtiments? Pourquoi moi je ferais tout ça à mes frais, alors que tout le monde va gagner beaucoup de temps, et j'aurais dû rajouter, et le maître d'ouvrage beaucoup d'argent, par la livraison de données qui valent de l'or. C'est FH qui me disait il y a 5 ans quand j'ai montré ces trucs-là, génial, on va gagner 2 mois hommes par appel d'offres. Donc pourquoi on ferait cet effort pour que seule l'entreprise tire son... et si je pousse le truc plus loin, pourquoi la maîtrise de l'entreprise ferait une super maquette pour que seul le maître d'ouvrage tire les marrons du feu pendant les 50 ans ou 100 ans qui suivent? En fait, c'est pas comme ça que ça se pose vraiment, mais je pose ces questions-là
Parce que c'est du gagnant-gagnant. Moi, si je fais une maquette, je sais que j'ai plus de fiabilité, que le bureau d'études, je vais pouvoir lui dire tu me fais 2 ou 3 simulations et pas une. Enfin voilà. Bon, simplement, il faut un peu répartir l'effort. Et moi, je propose un modèle économique, évidemment, parce que aujourd'hui, il y a en marché public la note de complexité qui permet, on la joue un peu, d'accompagner les acteurs qui ont besoin d'être accompagnés. Il faut évidemment revoir le séquencement des honoraires, parce que votre DOE, c'est plutôt à l'APD Pro qui va se constituer. Donc il faut remonter les... Il faut que la maquette, c'est pas à l'APD qu'il faut saisir la maquette, c'est trop tard. C'est à l'esquisse et surtout à l'APS. Donc il faut revoir le séquencement des honoraires. Toutes les petites les perspectives, les films qu'on peut faire, même si le coût du film maintenant avec ces techniques est divisé par 3 ou 4, c'est pas pour autant que ça doit être gratuit. Donc il faut voilà. Et puis il faut surtout, mais ça, vous avez la chance d'être dans une région où c'est une pratique plutôt courante, reconfier à la maîtrise d'œuvre, pardon monsieur les entrepreneurs, les missions d'exécution, alors totale ou partielle selon la complexité du truc, les missions de maîtrise et les missions de synthèse. Donc, bon, je sais qu'il y a 2 régions en France, dont la vôtre, et Rhône-Alpes, où les maîtres d'ouvrage pratiquent plus régulièrement ces missions élargies pour la maîtrise d'œuvre, des missions décrites comme complémentaires dans la loi MOP. En Ile-de-France, on n'y a pas droit. Je suis en train, grâce au BIM, d'entraîner quelques maîtres d'ouvrage à tester l'intérêt de s'appuyer sur une maîtrise d'œuvre, il faut qu'elle soit évidemment compétente, pour, avec le BIM, vraiment conduire et piloter le projet. J'en ai pratiquement terminé. Ça, c'est important. Le bâtiment a toujours rejeté tout ce qui vient du monde de l'industrie, les méthodes ISO 9000. Un juste motif, c'est que, c'est vrai, le bâtiment, il fait un proto à chaque fois, il ne fait pas de série. Ben, il faut changer de paradigme et se dire que maintenant, le proto, c'est la maquette numérique, et que le chantier, c'est le premier de série, d'une série qui s'arrête là, puisqu'on ne fait pas de série dans le bâtiment. Mais au moins, on aura construit avant de construire, virtuellement. On aura fait les simulations, les tests, les machins, on aura fait des maîtrises exactes, on aura fait des prescriptions fines qu'on va récupérer dans le DOE. Et voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas compris ça, que cette maquette, elle n'est pas là pour faire joujou, pour fabriquer à la hâte un DOE numérique à la fin, mais qu'elle doit être un outil de A jusqu'à Z, on n'aura pas... Voilà. Dernière petite recommandation, c'est que, bien sûr, s'il n'y a pas une compétence métier, c'est de la poudre aux yeux. Donc, d'abord le métier. Il y a beaucoup d'humains dans le BIM. C'est du collaboratif, c'est du dialogue, c'est du truc. C'est pas que pour les geeks. Et puis voilà, pour terminer, BIM ou has been.